Muse de Denis Lindon. Les travaux d'Hercule, suite. La ceinture d'Antiope. C'est en compagnie de Thésée qu'Hercule retourna chez le roi Eurysthée pour y prendre de nouvelles instructions. Ta prochaine tâche, lui dit Eurysthée, consistera à t'emparer de la ceinture d'Antiope, reine des Amazones, et à la rapporter en cadeau à ma fille. Les Amazones étaient une tribu composée exclusivement de femmes, aux mœurs violentes et belliqueuses. En vue de se reproduire, elles menaient une fois par an une expédition contre un des peuples voisins dont elles massacraient les femmes et violaient les hommes. 9 mois plus tard, lorsque naissaient les fruits de ces brèves étreintes, elles noyaient tous les garçons pour ne garder que les filles. Ces farouches guerrières étaient vêtues d'une courte tunique qui ne couvrait que leur sein gauche. Cette particularité vestimentaire s'expliquait par le fait qu'elles n'avaient pas de sein droit. On le leur coupait à l'âge de 13 ans pour leur faciliter le maniement de l'arc. Comme signe distinctif, leur reine, Antiope, portait une large ceinture d'or à laquelle pendait son épée. C'est cette ceinture qu'Hercule était chargé de rapporter. Thésée ayant insisté pour accompagner Hercule, les deux cousins partirent ensemble. Ils arrivèrent chez les Amazones au moment où celles-ci se disposaient à entreprendre leur voyage de noces annuel. La formidable musculature d'Hercule et la mâle élégance de Thésée produisirent sur Antiope une vive impression. Voilà, pensa-t-elle, le genre de reproducteur qu'il nous faut. Une négociation s'engagea, au terme de laquelle l'accord suivant fut conclu. Hercule partagerait successivement la couche de 50 Amazones, cependant qu'Antiope se réservait les services exclusifs de Thésée. En contrepartie, Antiope faisait don de sa ceinture à Hercule et s'engageait envers Thésée à lui envoyer vivant l'enfant qui naîtrait de leur liaison si jamais c'était un garçon. Antiope s'imaginait qu'elle allait profiter de la présence de Thésée pendant au moins 1 mois ou 2, le temps pour Hercule de remplir son contrat. Mais c'était compté sans l'exceptionnelle virilité du fils de Jupiter. En une seule nuit, il expédia allègrement ses 50 fiancés, et le lendemain matin, frais comme une rose, il alla prendre livraison de la ceinture et congé de la reine. Quelques mois plus tard, celle-ci accouchait d'un fils qu'elle appela Hippolyte et que nous retrouverons bientôt. Sur le chemin du retour, les deux cousins se séparèrent, Thésée pour aller à Athènes et Hercule pour se rendre chez Eurysthée. L'hydre de Lerne. La 10e mission que celui-ci confia alors à Hercule consistait à tuer l'hydre de Lerne, un monstre affreux doté d'un corps de serpent et de plusieurs têtes qui repoussaient lorsqu'on les coupait. Lorsqu'Hercule, parvenu à Lerne, se trouva pour la première fois en face de l'hydre, celle-ci ne possédait que 3 têtes. Mais lorsque, de son épée, Hercule en eut tranché une, il en repoussa 2, et leur nombre total fut alors de 4. À la décapitation suivante, il y en avait 5, et ainsi de suite jusqu'à 9. Malgré sa lenteur d'esprit, Hercule, à qui les principes de la progression arithmétique n'étaient pas totalement inconnus, comprit que la méthode qu'il avait adoptée ne lui permettait pas de résoudre le problème. Il en adopta alors une autre, consistant à se faire aider par l'un de ses neveux, appelé Iyaos, de la façon suivante. Chaque fois qu'Hercule coupait une tête, son neveu cautérisait la plaie sanglante à l'aide d'un brandon ou d'un tison. Hercule trempa alors la pointe de toutes les flèches de son carquois dans le sang noir et fumant du monstre, ce qui eut pour résultat de les empoisonner pour toujours. Hercule était d'humeur joyeuse lorsqu'il retourna chez Eurysthée. Celui-ci lui avait annoncé en effet, la première fois qu'ils s'étaient vus, qu'il lui imposerait 10 travaux. Or, l'hydre de Lerne était le 10e. Mais Eurysthée n'était pas un homme de parole. Il avait pris goût au service d'Hercule et entendait bien en profiter encore un peu. Les pommes d'or du jardin des Hespérides. Mes 10 travaux sont terminés, annonça Hercule en déposant devant Eurysthée le corps inerte de l'hydre. Pas du tout, lui répondit Eurysthée, car sur les 10 travaux que tu as accomplis, il y en a 2 qui ne comptent pas. Les écuries d'Augias, parce que tu as perçu, sans mon accord, une rémunération personnelle de 300 bœufs, et la ceinture d'Antiope, parce que tu t'es fait aider par Thésée. Tu me dois donc encore 2 travaux.
Aussi surprenant que cela puisse paraître à qui connaît les emportements d'Hercule, celui-ci ne protesta pas et accepta la 11e tâche que lui imposait Eurysthée: aller chercher et rapporter un panier de pommes d'or du jardin des Hespérides. On ne savait pas grand-chose de ces fruits fabuleux. Selon certains voyageurs qui prétendaient en avoir vu, ils avaient la forme de pommes, la couleur de l'or et étaient gorgés d'un jus délicieux. En fait, il s'agissait tout simplement d'oranges dont la culture ne s'était pas encore répandue en Grèce. Quant à l'endroit où l'on pouvait les cueillir, c'était, disait-on, un vaste verger, gardé par un terrible dragon et appartenant aux filles du titan Atlas, celui-là même qui avait été condamné par Jupiter à porter éternellement la voûte du ciel sur ses épaules. Ces filles, propriétaires du verger, s'appelaient les Hespérides. Personne ne savait exactement dans quelle partie du monde se trouvait leur jardin. La première difficulté pour Hercule consistait donc à le découvrir. Il existait dans l'Antiquité, comme il en a existé à toutes les époques, certains personnages qui connaissaient toutes les bonnes adresses. L'un de ces personnages était un dieu marin, nommé Nérée, et appelé parfois aussi le vieil homme de la mer. Il était malheureusement très peu sociable et se refusait généralement à recevoir les gens qui venaient lui demander des renseignements. Pour les écarter, il se transformait à volonté en monstre, en animal féroce ou en feu. Hercule décida cependant d'aller le trouver pour lui demander où se trouvait le jardin des Hespérides. En voyant arriver Hercule, Nérée se transforma d'abord en lion, puis en taureau, puis en géant. Inutile de vous dire qu'Hercule n'en fut guère impressionné. Nérée se transforma alors en une colonne de feu. « Tu vas voir comment je vais t'éteindre, lui cria Hercule, et il le noya sous un jet torrentiel. Vous me demanderez peut-être de quel tuyau d'arrosage avait bien pu se servir Hercule. Je vous le laisse deviner. Vaincu, Nérée lui apprit que le jardin des Hespérides se trouvait à l'extrémité occidentale du Maroc, juste à côté de l'endroit où Atlas portait son lourd fardeau. Hercule se rendit donc chez Atlas, à qui il expliqua l'objet de sa visite. « Je veux bien te dire où se trouve le jardin de mes filles, lui répondit Atlas avec amabilité. Mais cela ne te servira à rien, car le dragon qui garde les pommes d'or est invulnérable et ne te laissera pas approcher. Il n'obéit qu'à mes filles et à moi-même. Si tu le désires, cependant, j'irai chercher moi-même les pommes d'or, à condition que tu me relaies pendant quelques jours pour porter la voûte du ciel. Cela me permettra en outre d'aller embrasser mes filles que je n'ai pas vues depuis longtemps. » Sans méfiance, Hercule accepte. Dès qu'il s'est déchargé sur Hercule de son fardeau, Atlas dévoile son jeu. « Bon courage, dit-il ironiquement à Hercule. Je te cède définitivement ma place. Je viendrai t'apporter des oranges de temps en temps. » Et il s'en va chez ses filles. Désespéré, Hercule appelle au secours, une fois encore, son cousin Thésée. Celui-ci accourt et au premier coup d'œil comprend ce qui s'est passé. « Je vais te dire comment te sortir de là, dit-il à Hercule. » Craignant que des oreilles indiscrètes ne les écoutent, il s'approche d'Hercule et lui murmure quelque chose à l'oreille. « J'ai compris, lui répond Hercule. » Quelques jours plus tard, Atlas vient lui rendre visite. Il apporte un panier de provisions contenant, parmi d'autres victuailles, quelques pommes d'or. Ce n'est pas par bonté d'âme qu'il est venu, mais seulement parce qu'il craint qu'Hercule ne meure d'inanition et ne fasse tomber le ciel. « Tout va bien ?» demande-t-il à Hercule. « Oui, répond celui-ci, récitant la leçon de Thésée, mais je commence à avoir un peu mal à la nuque. Pourrais-tu me remplacer un instant le temps que je glisse un coussinet sur mes épaules ?» « Bien volontiers, répond Atlas, qui était apparemment plus naïf encore que Hercule. Aussitôt libéré, Hercule prend le large en ayant garde de ne pas oublier les précieuses pommes d'or. Cerbère. Eurysthée était très fier de sa ménagerie. Il l'avait déjà enrichie grâce à Hercule du taureau de Crète, du cerf aux cornes d'or, du sanglier d'Érymanthè et des cavales de Diomède. Il rêvait depuis longtemps de la compléter par une pièce unique, le chien Cerbère. Il chargea Hercule, pour son 12e travail, de le lui apporter. Cerbère était un chien énorme et farouche qui gardait la porte des enfers.
Il avait pour consigne d'y laisser rentrer tout le monde et de n'en laisser sortir personne. Il possédait 3 têtes, dotées chacune d'un aboiement différent. Se rendre aux enfers n'était pas bien difficile pour Hercule. Il connaissait le chemin pour y être déjà allé une fois et entretenait de bonnes relations avec Pluton dont il était le neveu. Il alla donc trouver Pluton et lui exposa l'objet de sa nouvelle visite. Décidément, lui répondit Pluton avec un sourire amusé, ce qui était rare chez lui, tu ne doutes de rien. Eh bien, je consens à ce que tu essaies de t'emparer de Cerbère, mais à la condition que tu ne te serves pas de ta massue, ni d'aucune autre arme. S'attaquer à Cerbère à main nue, même Hercule n'y pouvait songer. Une fois de plus, il eut recours au conseil de Thésée, qui lui aussi connaissait bien Cerbère pour avoir séjourné quelque temps aux enfers. Puisque Cerbère a 3 têtes et 3 aboiements, dit-il à Hercule, il faut pour le dompter que tu emploies successivement 3 voix. Une voix calme pour commander, une voix forte pour gronder et une voix douce pour récompenser. Toute la technique des futurs dresseurs de chiens était contenue dans cette formule. Hercule l'appliqua scrupuleusement et Cerbère le suivit docilement. Mais lorsque sur les talons d'Hercule, Cerbère et ses 3 têtes menaçantes entrèrent dans la salle où était assis Eurysthée, celui-ci fut si épouvanté qu'il supplia Hercule de ramener Cerbère aux enfers et promit au héros qu'il ne lui imposerait jamais plus d'autres tâches. Les 12 travaux d'Hercule étaient terminés. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?